Salvete omnes, mihi nomen Jeremias est, magister sum discipuli estis, haudie considerabimus stultam questionem. Avez-vous déjà remarqué en vous promenant en automobile un drôle de panneau qui annonce des services publics ou un édifice public, municipal, peut-être même provincial? C'est représenté par un drôle d'édifice avec des drôles de colonnes et un triangle pour architecture. Vous avez-vous déjà demandé pourquoi est-ce qu'on a quand même choisi ce signe-là pour représenter nos édifices publics? Vous avez-vous déjà demandé peut-être pourquoi est-ce que, malgré le fait que vous connaissez probablement rien à l'espagnol ou à l'italien ou au portugais ou au roumain, vous êtes néanmoins capable de comprendre plusieurs mots de ces langues-là. Hein, de ces langues latines, comme on les appelle, une famille linguistique à laquelle appartient le français. Vous avez déjà demandé pourquoi est-ce que tous les pays sur la planète Terre, les tanks ont l'air d'être similaires, et puis les soldats ont l'air d'être similaires. Ils ont tous des rangs, et puis ils marchent tous d'une manière uniforme. Vous avez-vous demandé pourquoi est-ce que c'est le même? Vous avez-vous déjà demandé, en d'autres termes, pourquoi est-ce que le monde est comme il est? Aujourd'hui, on parle beaucoup de mondialisation, on va parler de commerce mondial, finance mondiale, changement climatique, mais pas juste d'un point de vue local, mais d'un point de vue planétaire. Hein? Un terme qui serait approprié pour décrire les phénomènes dans lesquels on se trouve aujourd'hui serait occidentalisation. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous allez en Afrique, quand vous allez en Asie du Sud-Est, que vous allez en Amérique latine, vous allez retrouver quoi? Des gens qui portent des jeans, un gilet de Mickey Mouse, vous allez retrouver des gens qui ont des téléphones cellulaires. Vous allez retrouver des chirurgiens qui sont capables d'opérer les gens à cœur ouvert. Vous allez retrouver des ingénieurs qui sont capables de produire des routes qui résistent aux intempéries. En tous ces différents aspects, ces différentes facettes merveilleuses qui aujourd'hui forment quoi? L'Occident, l'Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est tous ces protocoles, ces méthodologies-là qui nous permettent de jouir d'une maîtrise et une transformation de la nature inégalée dans l'histoire de l'humanité. Pensez à toutes les merveilles de la vie moderne, notre capacité, incroyable capacité à codifier l'information, à la numériser, à la modifier, à la critiquer, nos procédés d'exploitation agricole, nos armes, nos modes de transportation, nos technologies de communication, toutes ces merveilleuses choses-là, eh bien, elles n'ont pas toutes été inventées pendant l'Antiquité, mais elles ont toutes leurs racines, leur écho dans l'Antiquité, dans le passé, ou en Grèce, à Jérusalem et à Rome. Hein? Cette période épique, la période mythique de l'Antiquité. Ça commence quand exactement? Ça commence en Grèce, au 8e siècle avant Jésus-Christ, et se conclut quand? Au 5e siècle après Jésus-Christ, avec la chute de quoi? De Rome. Aujourd'hui, j'ai pour tâche de faire l'apologie des études latines, de l'héritage latin, à vous, les élèves. Ce qui est quand même un peu bizarre, ça, parce que non seulement est-ce que c'est loin dans le passé, mais surtout, normalement, lorsqu'on fait une apologie ou la promotion de l'Antiquité, on commence par la Grèce, pas Rome. Fait que ça va être un défi pour moi, de vous faire la promotion de l'Antiquité latin, en essayant le plus possible de minimiser la présence des Grecs. Mais sachez que pour tous les grands hommes politiques que je vais couvrir, toutes les batailles épiques, toutes les innovations sociales, les révolutions économiques, les nouvelles pratiques commerciales, tous ces différents pans qui permettent d'expliquer quoi? L'éminence et la conquête romaine, vraiment de tout le monde méditerranéen, trouvent d'une manière ou d'une autre un écho ou des racines ou leur semblable en Grèce. Les Romains étaient tout à fait au courant qu'ils devaient énormément aux Grecs. Donc c'est quelque chose qui est très important de garder en tête. Le monde classique, comme le monde moderne, c'est une chambre à écho. Lorsqu'il y a une culture quelque part qui produit quelque chose, ça donne des réverbérations, des conséquences sur une autre, il y a un dialogue. Et ça, c'est particulièrement vrai tout au long de la civilisation dans le monde méditerranéen. Si vous vous souvenez bien, j'avais commencé la vidéo en évoquant l'idée sur laquelle on allait poser aujourd'hui une question stupide. Et ça va être en effet le cas. Pourquoi exactement une question stupide? C'est une façon pour moi de me moquer un peu, ou d'ironiser, ou de tourner au sarcasme. La critique que vos professeurs vont faire, que certains de vos parents vont faire, que certains des élèves vont faire même. Hein, parce qu'ils vont dire, waouh, l'Antiquité, ils vont regarder un calendrier ou leur montre, quelque chose comme ça, ils vont dire, c'est du passé ça. Ça sert à rien. On est peut-être un peu ambivalent par rapport à certains aspects de la société. Waouh, ils étaient sexistes, il y avait des esclaves, ils étaient pas gentils. Et puis de toute manière, il n'y avait pas YouTube, puis TikTok, puis il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Fait qu'ils n'ont rien à nous apprendre, c'est comme des hommes des cavernes. Il n'y a pas vraiment rien à découvrir là. Et donc pour ces gens-là, c'est une question stupide, pourquoi tu le ferais? Pas parce que ça sert à rien, fait que pose pas la question. Voilà, bien sûr, moi, je partage pas cet avis-là. Et bien sûr, ce sera ma tâche de vous convaincre du contraire. Mais aussi une autre dimension à cette notion de question stupide-là. Parce qu'en effet, ça a été une question stupide pour environ 2500 ans, mais pas pour les mêmes raisons que celles que je viens d'énumérer.
Non, non, c'était une question stupide pendant 2500 ans, parce que pour eux c'était évident. Parce qu'il y a tellement à gagner, il y a tellement d'enrichissement personnel à y trouver, que vraiment la question devrait se poser, pourquoi ne pas l'étudier? Pourquoi ne pas se pencher dessus? Pourquoi ne pas découvrir la sagesse du passé? Hein? Donc, en un sens, il y a une critique moderne par rapport à l'Antiquité qui dit c'est révolu, aujourd'hui c'est une communauté internationale, c'est raciste ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a d'autres critiques du passé qui nous disent, non, on va dire, il n'y a pas rien de vraiment spécial à propos de nous dans ce cas-ci. Et puis, il y a des choses que vous devez savoir, il y a des choses que vous devez apprendre. Et vous ne pouvez seulement que les apprendre que quand vous vous penchez sur la vie des hommes et des femmes qui ont vécu tout au long de cette période fatidique qu'est l'Antiquité. Je vais avant tout vous commencer à vous énumérer un peu les raisons qu'on a données, comme je l'ai mentionné plus tôt, pendant 2500 ans pour lesquels on devrait suivre une éducation classique. Aujourd'hui, je vais me concentrer en particulier sur l'héritage romain. Après vous avoir présenté les arguments qui ont été donnés pendant, comme je l'ai dit, 2500 ans en faveur de l'Antiquité, je vais vous présenter à la fin de la présentation les arguments que moi, je pense être pertinents pour une audience comme la vôtre. Et donc, sans plus attendre, commençons. Donc, des arguments classiques. Peut-être déjà qu'on pourrait, avant de les énumérer, se pencher un peu sur ce que le mot classique veut dire. Hein, parce qu'aujourd'hui, on parle de quoi? Des pièces de monnaie classiques, des autos classiques, des films classiques, la musique classique, la littérature classique. Qu'est-ce que le mot veut dire? Sans grande surprise, comme la majorité des mots dans la langue française, ça vient d'un mot latin, classis. Et puis à la base, ça voulait dire quelque chose comme une flotte, ou un armada, ou un groupe de bateaux. Et au fil du temps, le mot classis est devenu classique. Subséquemment, le mot a fleuri au 18e siècle pour signifier quoi? Le meilleur parmi un groupe. Donc, lorsqu'on parle de littérature classique, on parle pas juste de vieille littérature, on parle de la meilleure littérature. Lorsqu'on parle de combats de boxe classique ou des parties de hockey classiques, on parle pas juste de vieilles parties de hockey, on parle des meilleures. Donc, cette notion-là de l'Antiquité qui est extrêmement importante, cette notion-là de meilleur, de discrimination, d'exclusion, hein? Il y a des règles très strictes auxquelles les anciens se conformaient, sans quoi personne n'allait les écouter. En gros, dans l'Antiquité, pour qu'une personne vaille la peine d'être écoutée, c'était pas suffisant qu'elle ait une bonne idée, il fallait qu'elle puisse bien s'exprimer aussi. Donc il y avait un incroyable accent qui était placé sur non seulement la forme, mais le fond aussi, donc la beauté et le message. Aujourd'hui, il nous est parvenu environ 100 millions de mots en grec et en latin qui ont été écrits sur toute la période de l'Antiquité. Croyez-moi, la vaste majorité de tous ces textes-là ne sont pas des classiques. Vous avez jamais entendu parler de la poésie de guerre de Tyrtée ou de traités sur l'arboriculture de Théophraste. Il y a un paquet d'œuvres comme ça de l'Antiquité qui ne sont pas du tout aujourd'hui des classiques. Encore une fois, on voit ce processus-là au travers du temps de discrimination. C'est pas suffisant pour que ce soit vieux. C'est pas suffisant que ça ait été écrit au 2e siècle avant Jésus-Christ. Non, il faut que ça réponde à un ensemble de critères qui ont été adjugés par qui exactement? Au fil des siècles, une sorte de communauté qui traverse le temps et l'espace, les cultures, les continents. Qui étaient ces gens? C'était des hommes du clergé, des princes, plus tard des bourgeois, des entrepreneurs, des hommes de lettres, des hommes éduqués. Tous ces gens-là ont ensemble établi des normes de beauté, de telle sorte de pouvoir outiller les générations actuelles, de pouvoir continuellement redécouvrir les trésors du passé. À quoi ressemblent des classiques de la littérature antique? Eh bien, ce sont des livres qui ont été écrits en grec ou en latin. La plupart des auteurs écrivaient dans l'une des deux langues, ou les deux. Et ça commence comment tout ça? Bien, ça commence vraiment avec l'Odyssée et l'Iliade d'Homère, des poèmes épiques qui narrent le retour mythologique de Ulysse jusqu'en Grèce et qui narrent aussi la guerre de Troie. Et tout se culmine, tout se conclut peut-être avec quelque chose comme la Cité de Dieu de Saint-Augustin, au 5e siècle après Jésus-Christ. Pendant environ 1300 ans, on a produit des œuvres titanesques dans toutes sortes de domaines, que ce soit la théorie politique, ou la poésie, ou l'art narratif, le théâtre, l'histoire militaire, spéculation philosophique, théorie scientifique. Qu'est-ce qui nous est parvenu exactement de Rome? On a de la poésie lyrique, on a de la poésie épique, on a de la spéculation philosophique, on a des traités scientifiques, on a des comédies, des tragédies, des histoires et des grandes orations. Vous avez peut-être entendu parler d'auteurs comme Virgile, Horace, Tite-Live, Tacite, Cicéron, Pétrone, Lucrèce. Il y a tout ce qu'on pourrait qualifier de classique dans l'Antiquité. Les œuvres sont à la mesure de répondre de manière affirmative aux questions suivantes. Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça me fait sentir quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on explore des thèmes nouveaux? Est-ce qu'on explore des thèmes qui ont peut-être déjà été visités, mais d'une nouvelle manière?
Est-ce que l'œuvre est difficile? Est-ce qu'il y a une maîtrise technique de la langue? Est-ce que l'œuvre me plaît? Est-ce qu'elle est belle? Et les anciens, et les Grecs en particulier, se soumettaient à des normes, à des barèmes qui étaient extrêmement exigeants. Parce que dans leur esprit, plus quelque chose est difficile, plus quelque chose est exclusif, plus le résultat de ce qui va être retenu va être grandiose. Hein? Aujourd'hui, on a l'idée totalement opposée à l'école. Hein? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on veut être le plus accessible possible. On veut être le plus démocratique possible. On veut être le plus inclusif possible. Aujourd'hui, on a un peu stigmatisé des termes comme meilleur, aristocrate, supérieur, différent, inférieur, moins bon, exclusion. Tous ces différents termes-là, aujourd'hui, on est ambivalent, on n'est pas à l'aise avec. Parce que dans notre culture, on sent qu'il y a une tension entre notre désir de vouloir inclure le plus de gens possible, notre sympathie, notre empathie envers ceux qui ont plus de misère à atteindre les idéaux. C'était pas du tout comme ça que les anciens pensaient. Non, non. Pour eux, les seules choses qui méritent d'être entendues et d'être écrites, ce sont les choses qui sont meilleures que l'alternative qui sont dites ou écrites à la même époque. Désormais que nous avons exploré qu'est-ce que le mot classique veut dire, ou voulait dire pour les anciens, on peut peut-être mieux explorer les arguments qui ont toujours été donnés en faveur des études classiques. L'un des plus vieux arguments en faveur de l'étude classique est ce qu'on pourrait appeler la notion de discipline. En effet, peu importe la carrière à laquelle était destiné un individu, peu importe ses facultés intellectuelles ou ses inclinaisons, son tempérament, sa personnalité, il y avait une notion selon laquelle, lorsqu'une personne se soumet à l'étude rigoureuse, difficile, de la langue grecque ou de la langue latine, quelqu'un qui était décidé à vouloir apprendre qu'est-ce qu'un cas ou une déclinaison en latin, eh bien, peu importe ce qu'elle ferait dans la vie, qu'est-ce qu'un médecin ou un plombier ou un ingénieur ou un explorateur ou un cartographe ou un homme politique ou un attaché de presse, la rigueur et la discipline qui est nécessaire à l'apprentissage d'une langue ancienne, c'est-à-dire se pointer un temps en classe, faire ses devoirs, se concentrer, et vraiment se concentrer, pas être distrait, mais vraiment se soumettre à quelque chose qu'aujourd'hui on oublie à l'école, la répétition. Répéter quelque chose continuellement. Croyez-moi, si jamais vous voulez apprendre le grec ou le latin ou n'importe quelle autre langue, qui n'est pas votre langue maternelle, vous allez devoir à un moment donné ou un autre, si vous voulez vraiment maîtriser la langue, répéter des temps de verbe, des conjugaisons, des cas, des déclinaisons, des exceptions. En mots, en masse, en maths. Donc il y avait cette notion-là que, peu importe qu'est-ce qu'une personne allait faire plus tard dans la vie, l'étude d'une langue ancienne, comme le latin, fournirait à l'individu les outils nécessaires pour plus tard briller. Ce qui est certain, c'est que comme c'était le cas il y a 2000 ans, aujourd'hui maîtriser ces langues-là, c'est un signal que vous envoyez à vos amis, à vos connaissances, aux nouvelles rencontres potentielles, nouvelles aventures, des patrons, que vous êtes une personne disciplinée. Parce que croyez-moi, personne aujourd'hui peut parler le latin qui n'est pas discipliné. C'est un gage de compétence aujourd'hui. Ça a été un argument qui a été longtemps donné en faveur du latin. Un second argument, qui suit le premier, est qu'au cours de ces études-là, latines ou classiques, l'étudiant, bien sûr, n'apprend pas de manière isolée, détaché du reste du monde. Hein? Il apprend avec d'autres étudiants, avec des enseignants, dans une communauté. Et l'idée aussi est que les études classiques permettent de créer un tissu ou un consensus éducationnel dans lequel tout le monde peut se retrouver. C'est-à-dire que peu importe les inclinaisons ou les tempéraments ou les forces et les faiblesses de tous et chacun, une étude classique permet à l'individu d'acquérir quoi? D'acquérir une référence avec lesquels il peut partager avec les autres êtres humains. C'est un peu ce qui se passe à l'école, c'est pour ça qu'au secondaire, au cégep, vous avez des cours en commun. Mais dans l'Antiquité, c'était beaucoup plus poussé que ça, parce qu'il n'y avait pas la même notion de spécialisation comme aujourd'hui. Hein. Un individu ou un groupe d'individus qui suivent une formation classique latine acquièrent des points de référence qu'ils peuvent tous partager entre eux. Et non seulement est-ce que ça leur donne un sens de communauté, mais ça leur donne un sens de direction aussi, parce que avec l'acquisition des connaissances du passé, une personne vient à comprendre où est-ce qu'elle est, pourquoi est-ce que le monde est modelé comme il l'est, où est-ce que le monde a été, où est-ce que le monde est, où est-ce que le monde se dirige. Tous ces paramètres-là deviennent clairs à quelqu'un qui a étudié le monde latin. Les études classiques permettaient aussi aux élèves d'acquérir quoi? Un goût pour le talent oratoire, pour la rhétorique. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'un élève qui suit une formation classique ou latine découvre tout d'un coup l'utilisation et la pertinence de mots comme antithèse, opposition, oxymore, litote, euphémisme, ironie, sarcasme, comédie, tragédie. Et tous ces merveilleux outils-là permettaient à un élève d'évaluer et de critiquer, d'accepter ou de rejeter le discours d'un politicien ou d'un maître ou de ses parents ou des amis ou de figures d'autorité ou du pouvoir ecclésiastique. Parce que l'élève se découvrait désormais capable d'apprécier la beauté ou la laideur d'un discours, la vérité ou le mensonge du discours, ou d'un texte écrit. Parce que désormais, les outils, la méthode inductive développée par les Grecs, qui avait absolument été transmise aux Romains, cette merveilleuse méthode de réflexion désintéressée,
calculée, sobre et judicieuse qui permet d'atteindre quoi? Pour citer Platon, la lumière à l'extérieur de la caverne. Un troisième argument, qui suit la même logique que les deux précédents, était qu'une étude classique permettait à l'individu de s'acquérir les fondations du monde. Ça a l'air d'être des mots assez époustouflants, mais on va dire c'est vraiment ça que ça fait, parce qu'on ne peut pas vraiment apprécier ce que des expressions ou des citations ou des références veulent dire, à moins qu'on ait une éducation classique. Donc, si je vous évoque des notions comme un cheval de Troie, ou une force herculéenne, ou belle comme une sirène, dangereuse comme une sirène, belle comme Méduse, terrifiante comme la Sphinx, une expression comme les dés sont jetés, ou une allocution latine célèbre de Jules César, Weni, Wedi, Weki, ou peut-être des noms de planètes comme Jupiter, Saturne, Pluton, Mars, Vénus, toutes ces merveilleuses pierres, toutes ces merveilleuses fondations, ces merveilleuses références historiques à l'Antiquité, permettent à un individu non seulement de maîtriser toutes sortes de figures de style et littéralement sentir les frontières de son esprit, prendre de l'expansion, prendre un plus grand espace et acquérir une plus grande sagesse. Mais l'élève se découvrait désormais capable de lire quoi? La Divine Comédie. Pourquoi? Parce que l'élève avait déjà lu la Bible, ou des écrits religieux, ou les poèmes de Virgile, était capable désormais de comprendre toutes les références qu'on peut retrouver dans une œuvre comme la Divine Comédie ou Paradis perdu. Il faut se souvenir qu'il y a une continuelle évolution, un continuel dialogue au travers des millénaires entre les artistes qui se citent entre eux, et ça devient vraiment une joie. Ça devient vraiment comme et ça vraiment il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Ça devient jouissif de pouvoir comprendre une référence subtile dans un film, ou dans un livre, ou dans une pièce de théâtre, ou dans de la musique qui fait référence à tous ces événements épiques, ces génies littéraires ou politiques qui ont façonné le monde dans lequel on vit. Finalement, un quatrième argument vient compléter cette ligne argumentative en faveur de l'étude classique. Et c'était l'idée selon laquelle les anciens avaient une appréciation, avaient une relation différente par rapport à la connaissance que la nôtre. Nous, aujourd'hui, dans le système d'éducation, la manière dont les professeurs vous enseignent la connaissance, c'est dans l'optique selon laquelle vous allez devoir devenir quoi? Des payeurs de taxes. Vous allez devenir des employés et vous allez devoir remplir une tâche. La notion, c'est qu'on va vous apprendre des choses pratiques qui sont utiles. On vous apprend à lire et à écrire. Pas parce qu'on s'attend à ce que vous lisiez et que vous écriviez plus tard dans votre vie, mais pour que vous puissiez vous débrouiller dans la vie. L'éducation antique était très privilégiée, très aristocratique. Ne se souciait pas tant d'une notion d'accessibilité ou de démocratie, mais plutôt d'excellence et d'un plaisir pur de la connaissance. C'est-à-dire que pour les anciens, le monde était découvrable, le monde pouvait être quantifiable, tout pouvait être catégorisé, tout pouvait être examiné, critiqué, sondé. En d'autres termes, il n'y avait aucun pan de l'expérience humaine auquel on ne pouvait pas attacher des mots. L'apprentissage était global, holistique. Donc à une certaine époque, pendant 2500 ans, la notion d'une éducation classique, c'était quoi? Un individu allait étudier l'histoire, oui, mais même même l'historien allait devoir connaître des choses en mathématiques, et le mathématicien allait devoir connaître des notions d'agriculture, et le prince allait devoir comprendre des choses à propos de la poésie. C'est pas du tout comme ça qu'on fait l'éducation aujourd'hui, surtout quand vous rentrez au cégep ou à l'université, cette notion-là de spécialisation. Aujourd'hui, vous allez voir un ingénieur, peut-être que c'est peut-être le meilleur ingénieur électrique au monde, il sait probablement rien sur l'agriculture, il sait rien sur la poésie. La même logique gouverne le linguiste, ou le professeur de musique, ou le plombier. Tous ces gens-là, même s'ils ont une connaissance excellente dans leur domaine, révèlent ultimement une forme de pauvreté en ce qui a trait à leur connaissance du monde, de la connaissance englobante du monde. D'une certaine manière, les études classiques nous invitent à nous interroger sur tous les pans de l'activité humaine, sur toutes les différentes dimensions de l'expérience humaine. Lorsqu'on observe des grands hommes politiques romains comme Marc Aurèle, on découvre rapidement qu'il n'y a pas juste des choses à dire sur l'administration d'une province ou les relations qu'on entretient avec des rivaux politiques, mais aussi sur la philosophie, sur la bonne vie, sur la douleur, sur l'amour, sur la déception, sur nos exigences par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. Lorsqu'on étudie la vie d'un homme comme Cicéron, on découvre rapidement qu'il y a plus à la vie politique que simplement signer des décrets ou s'asseoir sur un trône, mais il y a un engagement public, il y a la notion de dissuasion et de persuasion. Il y a toujours cette notion-là partout, selon laquelle l'être humain est multidimensionnel et un être humain devrait l'être aussi. Non seulement dans l'exercice de ses fonctions, mais dans sa propre philosophie, dans sa propre sagesse. Ainsi, les étudiants classiques acquièrent non seulement une perspective de où est-ce qu'ils ont été, d'où est-ce qu'ils sont, d'où est-ce qu'ils s'en vont, mais aussi ils sont centrés dans une civilisation, dans une culture, dans un cheminement culturel d'un canon. Hein? Hey! J'avais une barbe! Oh! Ouais, rendu où ma... Mais j'en ai...
Oh, c'est vrai. Oh, j'avais complètement oublié. Oh. Étudier l'Antiquité, ça te fait rajeunir. Wow, mais j'avais tout fait en tout sac. Non, ça veut dire, j'aurais dû moi-même écouter ma propre vidéo, la vidéo que je suis en train de faire pour vous. Non, vraiment, parce que l'un des autres arguments qui a été longtemps donné en faveur de l'Antiquité, c'est cette notion curieuse, vraiment, selon laquelle, alors on va dire, lorsqu'on est jeune et qu'on étudie l'Antiquité, on devient vieux, on devient sage, on devient plus informé, plus sobre, plus judicieux, protocolaire, savant, wow, fait, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que t'as pas besoin d'attendre d'avoir 50 ans pour pouvoir avoir la perspective d'un homme qui a déjà vécu, de pouvoir refléter sur les erreurs ou la méthodologie d'un homme comme Scipion, ou peut-être la sagesse stoïque d'un homme comme Sénèque, la folie de la guerre comme Tacite le décrit dans ses livres. Mais à vrai dire, il y a une autre dimension. Le revers de la médaille aussi, c'est que les gens qui sont vieux, tout d'un coup deviennent jeunes. Hein, ça va dans les deux sens, c'est vraiment particulier. Parce qu'à vrai dire, ce qui se passe, la raison pour laquelle on rajeunit et en même temps on vieillit lorsqu'on étudie le monde classique, c'est que lorsqu'on acquiert la sagesse du passé, lorsqu'on acquiert et qu'on contemple, ou on examine, ou on critique, ou on considère la vie, les erreurs, les triomphes, les amours perdus, les richesses gagnées, puis gaspillées, et puis regagnées, des grands hommes, des grandes familles au cours de l'Antiquité, on réalise bien vite que tous ces événements-là sont révélateurs à propos de nos propres vies. Parce que ça donne que les hommes qui ont vécu à cette époque-là étaient comme nous, et donc on peut s'inspirer de leur vie. Mais plus encore, lorsqu'on discute avec d'autres personnes qui, elles aussi, ont une éducation classique et qui ont étudié la langue latine. Maintenant, peut-être qu'on pourrait se pencher sur la traduction d'un texte, peut-être comme La Cité de Dieu de Saint-Augustin. Sublime texte. Même juste le premier paragraphe, la beauté, la structure, la poésie, waouh, absolument une joie. Mais lorsqu'on essaie peut-être comme exercice, c'est certainement quelque chose que vous allez devoir faire, si jamais vous décidez de vous lancer dans l'apprentissage de la langue latine, c'est un exercice de traduction. Peut-être qu'en gros, après avoir traduit ce premier chapitre-là dans La Cité de Dieu de Saint-Augustin, wow! Peut-être que vous débattez à propos de l'utilisation d'une certaine déclinaison plutôt qu'une autre, ou encore peut-être le sens d'un mot, ou peut-être qu'est-ce qu'un mot comme superbe voulait dire dans l'Antiquité, un mot qui est employé dans le premier paragraphe du texte. À ce moment-là, peut-être que dans votre cercle de discussion, ou dans votre cercle d'études, wow, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme de peut-être 72 ans qui a connu la guerre du Vietnam, puis peut-être que vous avez une femme enceinte, à 17 ans. Peut-être que vous avez votre professeur avec eux, puis wow, vous avez d'autres élèves, vous avez des jeunes, des gens qui sont plus jeunes que vous. À ce moment-là, il y a un phénomène qu'on pourrait décrire de dissolution, où l'âge, l'origine, la nationalité, le sexe, l'orientation sexuelle des gens, tout disparaît. On devient comme tous des esprits qui flottent dans un espace, dans une bibliothèque, ou au parc, ou dans une salle de cours, et on débat de syntaxe, on présente la vie, on présente les choix personnels dans la vie d'un empereur comme Auguste. D'un coup, on devient comme affranchi de notre corps. Et ce sont lors de ces sublimes moments d'échange avec des gens qui viennent de partout sur la planète Terre, peut-être qui viennent d'Inde, ou peut-être qui viennent du Japon, peut-être du Brésil ou du Mexique. N'importe qui a un héritage classique, maintenant peut discuter avec n'importe qui d'autre sur la planète Terre. Et c'est donc que pour un court moment, ou pour la durée d'une discussion avec des gens qui partagent l'héritage classique, avoir un moment, même juste une fois pendant sa semaine ou pendant le mois, où on a le temps de se poser, de se calmer, de discuter de grands moments, de grandes perspectives, de grands personnages, contribue vraiment à bâtir un caractère. Un autre avantage des études classiques, c'est que aujourd'hui, à l'époque de TikTok, de YouTube, des technologies de communication de masse, de démocratie aussi, de capitalisation de marché, qu'est-ce qu'on réalise? Eh bien, on observe un phénomène qu'on pourrait décrire comme étant une compression de la langue française. Si vous examinez le vocabulaire moyen ou typique d'un Québécois ou d'un Canadien ou d'un Français, d'un Espagnol, d'un Portugais, vous allez remarquer quelque chose d'assez particulier. Vous allez remarquer que le langage que ces gens-là maîtrisent ou emploient couramment dans la vie de tous les jours semble diminuer à chaque décennie. Si par exemple on lisait le log d'une conversation électronique que les gens ont sur leur téléphone, vous allez remarquer quel mot ressort? LOL, genre, comme, moins, pis, arc, genre, comme, pis, moins, truc, genre, on peut observer qu'il y a toutes sortes d'expériences, de sentiments, de perspectives, de postures qui disparaissent du langage et qui sont simplement remplacés par tu vois ce que je veux dire, ou, tu penses pas comme ça, ou c'est pas correct, hey, je suis pas d'accord. Tous ces mots-là en viennent à dire tout et son contraire aujourd'hui. Parce qu'on a perdu la capacité, on a perdu le vocabulaire qui a été cultivé pendant très très longtemps. Des mots soutenus qui permettent quoi? Qui permettent, à vrai dire, de
vivre mieux. Ça a l'air vraiment bizarre ce que je vais dire là, mais pourtant c'est absolument vrai. Il y a une corrélation très forte entre le vocabulaire qu'une personne possède, vocabulaire qui est à coup sûr enrichi avec une étude classique. On découvre que nos expériences, bonnes et mauvaises, semblent sophistiquées ou plus pointues ou plus particulières. Les joies, l'exubérance, l'allégresse, l'accord, l'harmonie, toutes ces choses-là deviennent vraiment intenses. Il y a le revers de la médaille qui était aussi vrai aussi, la déception, l'ambivalence, la mélancolie, la dépression peut-être. Ces mots-là aussi, ou ces étapes de l'expérience humaine-là, semblent aussi être plus précises, plus pointues, peut-être même plus douloureuses. Mais aussi en est-il qu'on a l'impression de mieux vivre avec un plus grand langage. On découvre le monde nous est accessible, le monde est désormais cartographiable. Et à vrai dire non, on réalise que on peut pas vraiment opérer en tant qu'être humain, un être humain pleinement vivant, qui a une vie vraiment mémorable, avec seulement un vocabulaire de 600 mots. Peu importe dans quel quartier vous pourriez marcher, vous allez rencontrer essentiellement le même vocabulaire, et puis une sorte de curieuse ambivalence ou certaine insuffisance. À quoi est-ce que tout ça contribue exactement? Mais ça contribue à une espèce de monde qui devient incolore ou uniforme. On adopte une posture amorphe ou indifférente, peut-être nihiliste, parce que tout d'un coup, on n'a pas le langage, on n'a pas le mot, on n'a pas le vocabulaire ou la compréhension de la langue qui nous permettent d'apprécier pleinement une amitié, wow, être le meilleur joueur de football de l'école, d'avoir réussi à persévérer malgré peut-être des situations familiales difficiles, ou un retard académique, ou peut-être un handicap physique, ou même peut-être même mental. Wow! Lorsqu'on d'un coup, on maîtrise un nouveau langage, enrichi de notre éducation classique, on a désormais les outils pour critiquer non seulement les autres, mais aussi de célébrer, de jouir, de rire avec les autres, de partager vraiment une expérience de vie enrichie. C'est certainement une des raisons classiques pour laquelle on apprend le latin, ou peut-être le grec, ou on étudie le monde classique. C'était pourquoi? Pour pouvoir acquérir un langage soutenu, riche, varié, qui rend la vie, qui rend l'acte du dialogue plaisante, enrichissante et qui nous donne envie de quoi? De toujours y retourner, de retourner en classe, de retourner voir le professeur. On pourrait donc dire qu'une étude classique permet de quoi? Élargir notre entendement. Notre esprit acquiert de nouvelles fenêtres sur lesquelles regarder le monde. Une autre raison qui a longtemps été donnée en faveur de l'étude classique, c'est cette notion-là d'humilité. Wow. Parler d'un mot qui est jamais employé aujourd'hui, humilité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Sans grande surprise, c'est un mot latin, humilitas. En effet, pourquoi est-ce que j'emploie ce terme-là? À vrai dire, c'est qu'aujourd'hui, au fur et à mesure que notre culture en général, que nos politiciens, que nos émissions de télévision, que nos jeux vidéo s'éloignent du passé, l'étude sérieuse de l'histoire, mais qu'est-ce qu'on observe? On observe une certaine forme d'ennui général, j'ai l'impression, à propos du monde, ou de ce qui nous arrive, ou des soucis des gens. Qu'est-ce que ça veut dire exactement dans la vie de tous les jours? Ça se traduit par quoi, ça? Ben, ça veut dire que les gens sont surpris par ce que les autres êtres humains font. Donc, ça semble un peu curieux ce que je viens de dire. Voyons. Les gens sont surpris, c'est quoi le rapport? Ça veut dire quoi exactement? Ben, les gens, quand ils regardent OD, Occupation Double, puis waouh, hein, ils se disent, j'arrive pas à croire que Samantha a trompé Fred, un truc comme ça. Peut-être que les gens regardent le procès pour diffamation de Johnny Depp envers son ex-conjointe Amber Heard. Et peut-être que vous vous êtes dit, après que le jury ait rendu son jugement, waouh, hein, et c'est grave, j'arrive pas à croire qu'une femme peut mentir comme ça à propos de son mari. Waouh, pauvre Johnny. Ou peut-être que vous étiez ceux qui se sont dit, waouh, hein, j'arrive pas à croire qu'on peut battre sa femme comme ça, puis qu'on peut s'en sortir, puis waouh, le système est tordu, le système est injuste. En d'autres termes, on pourrait peut-être paraître être choqué de ce que les êtres humains font, hein. Puis par là, j'entends des êtres humains comme vous, puis moi, le professeur dans la classe, vos parents, on fait tous des trucs absolument tordus. Si vous prenez juste 15 secondes, vous seriez étonné de voir toute l'ombre que vous projetez vous-même. C'est-à-dire toute la propensité humaine à peut-être avoir des sentiments ambivalents ou tordus ou néfastes. Aujourd'hui, on a l'impression quand notre blonde nous trompe ou notre chum nous laisse ou un truc comme ça. Waouh! C'est terrible, personne n'a jamais vécu ce que je vis là en ce moment. Quelqu'un qui a fait des études classiques n'est pas vraiment choqué de ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a une étude classique acquiert ce qu'on appelle la vertu d'humilité. Ça veut dire quoi? Ultimement, là, toutes les expériences que la vie nous impose, tous les moments qu'on traverse, les épreuves qu'on doit subir, on découvre que quelqu'un d'autre les a déjà vécues avant nous. Non seulement l'ont-ils vécu, mais peut-être qu'ils l'ont vécu de manière encore plus extrême que nous. Et puis toutes les larmes qu'on pourrait verser, toute la douleur qu'on pourrait ressentir, eh bien, elle a déjà été ressentie par des millions d'autres personnes, des milliers d'années avant nous. C'est-à-dire qu'on fait comme un exercice de psychologie lorsqu'on étudie l'Antiquité. Ça semble bizarre, mais c'est vraiment ça qu'on fait ultimement. Quand on étudie un texte sur la guerre, ou on étudie un texte sur le sort tragique d'hommes qui ont essayé vainement, mais avec tellement de sincérité, de beauté, d'aider le peuple romain, mon Dieu,
et on voit comment les choses ont fini pour eux. Mais on reste distant, on reste calme. Pourquoi? Parce qu'on comprend. Ben, c'est comme ça que les êtres humains fonctionnent. Si jamais vous voulez comprendre pourquoi est-ce que les gens dans OD agissent comme ils le font, lisez le Satyricon de Pétrone. Qu'est-ce que le roman décrit? Bah, une bande de jeunes un peu paumés, ils se mentent entre eux, ils ont des sentiments ambivalents, ils se trouvent dans des situations douteuses où les gens cultivent pas la loyauté, il n'y a pas vraiment d'amitié, ils font toutes sortes de bêtises, ils ont toutes sortes de mésaventures. Et à la fin, ça finit pas très bien, puis tu te dis, waouh, pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Parce que c'est comme ça que les êtres humains sont, ils sont bizarres. Pourquoi est-ce que Johnny Depp aurait battu sa femme? Bah, parce que c'est ce que les êtres humains font. Pourquoi est-ce que Amber Heard aurait menti à propos de Johnny? Parce que c'est ce que les êtres humains font. Ultimement, c'est ça un peu la logique du monde. Pas pour dire qu'on excuse, pas pour dire qu'on devient amorphe. Loin de là, on va dire. On devient moins tolérant de ces choses-là lorsqu'on étudie le monde classique. Mais c'est cette notion-là selon laquelle on peut rester calme, composé, sobre, analytique, de pas succomber à l'excès, ni de succomber à l'indifférence. À dire non, c'est vraiment l'une des raisons classiques, l'une des raisons, je dirais même les plus importantes pour lesquelles on doit étudier le monde de l'Antiquité. Un autre aspect de cette notion-là d'humilité, c'est la réalisation, la contemplation, l'appréciation tragique du fait qu'il y a une nature humaine. Ça, peut-être, ça va sembler peut-être académique pour certains d'entre vous, mais il y a une idée générale qui semble gouverner notre culture aujourd'hui. C'est cette notion dans laquelle l'être humain peut être réformé de manière radicale, hein? Avec plus d'argent, plus d'infrastructures, plus de ressources, plus de douceur. On va pouvoir transformer les êtres humains de telle sorte à ce qu'ils ne fassent pas ce qu'ils ont fait par le passé. Et c'est pas pour dire qu'il n'y a pas quelque chose de vrai là-dedans dans une mission d'éducation humaniste. Certainement, c'est ce qu'on cultive. Mais ultimement, on a complètement oublié l'idée selon laquelle l'être humain a une nature qui est fixe. Elle ne change pas. L'être humain naît dans le monde, et savez-vous quoi? Dès la naissance, l'être humain a des appétits, il a une nature, il représente un danger pour lui-même et pour autrui. C'est pas pour dire que l'être humain est juste mauvais, ou que l'être humain, il n'y a pas de bon dans l'être humain, c'est pas du tout ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est que l'être humain n'est jamais un problème réglé. L'être humain est une énigme constante. Il faut toujours recommencer. L'un des objectifs moraux les plus importants d'une étude classique, c'est de pouvoir aider l'être humain à apprendre des erreurs du passé, à apprendre des excès, des vices, des vertus, de la sagesse, du mal et du bien des autres qui ont déjà vécu dans l'Antiquité, afin de pouvoir incorporer tous ces éléments-là dans notre vie à nous et pouvoir, en espérant, cultiver le mieux de ce qu'on peut offrir aux autres et le mieux de ce qu'on peut cultiver pour nous-mêmes et minimiser au mieux qu'on peut la douleur inévitable qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on incorpore toute l'expérience de ces hommes-là en nous-mêmes, c'est seulement là qu'on devient une personne qui est moins susceptible de répéter les erreurs du passé. C'est pas en souhaitant que le monde soit bon qu'il le devient. Non, c'est en restant alerte. C'est en cultivant notre connaissance, en cultivant notre expérience, que l'on peut vraiment se protéger, se prévenir de tous les démons qui peuplent le moins bon côté de notre nature. Une autre raison classique pour laquelle il faut lire et étudier le monde antique, c'est cette notion resplendissante et débordante de vie, de vérité. La vérité. L'une des choses choquantes à propos du monde antique, c'est que vous allez réaliser quelque chose assez rapidement, les gens sont pas gentils. Les gens sont pas gentils dans ce qu'ils faisaient, puis ils étaient pas gentils dans ce qu'ils écrivaient non plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils ont des esclaves, puis ils vont avoir des opinions assez arrêtées sur les femmes des fois, ou sur les gens qui méritent moins, ou sur les moins éduqués, les moins fortunés. Waouh, ils sont pas gentils, ils sont méchants. Waouh! Mais sachez que lorsque ces hommes-là écrivent, et qui se critiquent entre eux, qu'ils examinent leurs protocoles, et qui répudient leurs propres actions, ou les actions de leur gouvernement, ou les actions des grands hommes d'État, ou peut-être de la religion, des choses comme ça. Il y a cette notion-là folle qui animait les anciens, particulièrement les Grecs, mais aussi chez les Romains. Cette notion sur laquelle l'auteur n'a aucune autre allégeance que la vérité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand vous lisez les textes anciens, même s'ils ont été écrits il y a 2200 ans, il y a 2500 ans, il y a 1700 ans, waouh, ils restent vibrants. Il reste plein de vie. Il reste plein de vérité. Waouh! Ça a des échos dans ma propre vie quand je lis ça. Waouh! Hey, mais voyons donc, j'ai vu mon voisin faire un truc comme ça. Aujourd'hui, les auteurs, vos professeurs, les académiciens, les politiciens, non. La vérité pour eux est secondaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas pour dire qu'ils ont un mauvais caractère ou que c'est des gens qui sont moins honnêtes que par le passé. Les choses. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'il y a des impératifs moraux aujourd'hui dans notre société que l'on juge comme étant supérieurs, plus importants que la vérité. Par exemple, on va vous dire que l'harmonie sociale, ou la cohésion sociale, ou la gentillesse, être doux, c'est plus important que dire la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais énumérer un ensemble de choses, et puis peut-être avec la méthode inductive, arriver à émettre peut-être un protocole, ou une théorie, ou peut-être un modèle, et puis ça pourrait choquer les gens, à cause de leur sensibilité, ou peut-être de leurs préjudices qu'ils ont.
Qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui comme conseil? Fais pas ça, Jérémy. Fais juste répéter ce qu'on te dit. Hein? Répète, comme un bon automate, et puis tu n'auras pas de problème. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de cultiver. Pas une allégeance à la vérité, et certainement pas un attachement viril à la vérité. Hein? Se battre pour la vérité. N'avoir aucune peur pour la vérité. Même si les gens vont nous répudier, même si les gens vont nous réprouver, même si les gens vont nous rejeter. Lors de l'Antiquité, parmi les auteurs les plus choquants, les plus frappants, c'était des hommes et des femmes qui ont dit des choses qui dérangeaient. Et ça, c'est pas juste vrai pour l'Antiquité, ça. Tout au long de l'histoire, les gens qui contribuent véritablement au bouleversement qui transforme la société, ce sont des gens qui disent des choses qui dérangent. Je vais vous donner un exemple de ce que j'essaie de dire. Comment ça se fait que 39 millions de Canadiens et Canadiennes produisent plus de biens et services que 85 millions d'Iraniens? Ça, c'est une autre façon de dire. Comment ça se fait que le Canada a un plus gros PIB que l'Iran? Il y a un pays qui a plus de 2 fois la population de notre pays. Comment ça se fait qu'on est plus productif? Moi, je vous dirais, c'est parce que, on va dire, on peut examiner les protocoles, les méthodologies d'un gouvernement comme celui de l'Iran. On peut examiner les us et les coutumes sociales qui gouvernent l'interaction entre les hommes et les femmes au Canada versus l'Iran. Les relations que la communauté scientifique a par rapport à la communauté ecclésiastique ou religieuse au Canada versus l'Iran. Toutes sortes de différents protocoles qui expliquent le tissu social, la destinée des peuples. Puis moi, quel pourrait être le genre de conjecture à laquelle je pourrais arriver en comparant ces deux pays-là? Wow! La méthodologie du Canada est meilleure, le système électoral du Canada est meilleur, le statut de la femme est meilleur au Canada, le statut des minorités est meilleur au Canada. Croyez-le ou non, il y a des gens qui vont dire, non seulement que j'ai tort, mais il y a des gens qui vont dire, pourquoi est-ce que tu as besoin de dire ça? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'utiliser le mot meilleur ou différent? Pourquoi est-ce que tu peux pas juste être neutre, relatif? Pourquoi? Parce que ça dérange, parce que dire que quelque chose est meilleur qu'une autre, c'est faire preuve de discrimination. Et comment ça se fait que lire un traité qui a été écrit il y a 2100 ans peut être rafraîchissant aujourd'hui? Mais c'est précisément parce qu'eux se penchent sur des choses qui sont vraies à propos de l'être humain. Ils essaient pas de calibrer leur thème de façon de pas offusquer quelqu'un, ou mon Dieu, oh, je voudrais pas dire ça, ou oh, ils vont être fâchés. Non, non, non. Les anciens sont pas gentils. Ils disent ce qu'ils pensent. Même s'ils ont tort, s'ils ont raison, c'est pas grave, mais c'est pour ça qu'on les lit encore aujourd'hui. Parce que notre relation par rapport à la vérité n'est pas du tout celle que les anciens entretenaient. Il ne me reste maintenant plus qu'un seul argument classique à vous présenter, et après j'aurai fait le tour. Avant bien sûr de vous présenter mes propres arguments pour vous. Et c'est la leçon toute simple d'éducation. Qu'est-ce que le mot veut dire? Encore une fois, un mot latin. Educare, guider quelqu'un d'un endroit à un autre. L'éducation classique, au final, c'est juste deux choses. Une méthode de raisonnement, la méthode inductive que je vous ai présentée tout à l'heure, qui a été inventée par Platon et Socrate, cultivée par les Grecs et par les Romains, plus tard par les Européens, et plus tard maintenant par toute la planète Terre. Parce qu'en effet, la méthode inductive est l'un des outils les plus importants, si ce n'est peut-être l'outil le plus important que l'humanité a découvert et développé. Grâce à la méthode inductive, on acquiert un esprit ferme, un esprit critique, un esprit affûté, un esprit indépendant. Et c'est quoi ultimement le pari de l'éducation classique? C'est cette notion-là selon laquelle c'est préférable de ne pas avoir à reléguer à Wikipédia notre recherche. Hein, de comprendre, de savoir qui était Scipion l'Africain, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la ville d'Alexandrie en Égypte, de savoir qu'est-ce qui a provoqué la rébellion des patriotes au Canada, qu'est-ce qui a causé la Première Guerre mondiale, qui était Lord Dorchester, pourquoi est-ce qu'on a un Sénat au Canada, pourquoi est-ce qu'on a une chambre de représentants, d'où est-ce que ça vient ces choses-là. Puis Wikipédia ne peut pas le savoir non plus pour vous, il y a seulement une étude sérieuse du monde qui peut vous permettre d'acquérir ces connaissances-là, ces outils-là, cette maîtrise-là. La seconde moitié de cette éducation classique-là, c'est quoi? C'est qu'ultimement, vous savez quoi, là? Horace est meilleur que vos profs de français. Puis Lucrèce est meilleur que vos profs d'éthique, culture religieuse. Puis je dis pas juste ça pour être provocateur, mais aussi pour illustrer un point quand même vraiment important. Savez-vous quoi? Vous avez accès à des hommes, à des femmes même quelquefois, dont l'intellect, la sagesse, le courage, les exploits n'ont plus aucun lien avec qui que ce soit que vous avez jamais rencontré dans vos vies. Tous les êtres humains que vous connaissez n'ont rien à voir, ils opèrent pas du tout dans la même ligue que ces gens-là. Waouh! On a accès à leur héritage. Faites-en vos professeurs. Faites-en vos maîtres. Faites-vous leurs disciples. Mon Dieu, la richesse que vous en avez retirée. L'incroyable substance qui va vous animer. C'est pas pour dire que vos professeurs servent à rien, puis qu'il faut pas les écouter, puis que l'école c'est nul. Parce que c'est pas un temple voué de manière sublime au passé. Non, c'est pas pour dire qu'il n'y a rien de bon, pas pour dire que vos professeurs n'ont rien à vous enseigner, mais c'est pour vous dire non.
Aujourd'hui, vous avez YouTube. Aujourd'hui, vous avez les ressources. Allez trouver le PDF d'un manuel de latin. Allez trouver un PDF d'une traduction. Faites vos recherches. Je suis sûr qu'il y a un professeur à votre école qui connaît quelqu'un de la Fondation Humanitas. Allez faire une recherche. Allez voir sur le site internet de la Fondation Humanitas. Allez, écrivez-leur un courriel. Ça va leur faire incroyablement plaisir de vous répondre. Après avoir fait la longue apologie de toutes les raisons qu'on a données avant moi. Hein, vous voyez, je suis un bon élève. J'ai bien retenu les leçons. J'ai fait ma recherche. Mais maintenant, je vais faire ultimement ce qu'on peut faire lorsqu'on a pris le temps d'étudier longtemps, c'est-à-dire avoir espéré pouvoir prendre la parole et dire quelque chose de trop stupide. J'ai 2 raisons pour vous aujourd'hui. La première raison est que, et ça me blesse de dire quelque chose comme ça, parce que je suis quelqu'un qui est foncièrement optimiste à propos de l'être humain et puis d'une relation humaine. Mais dans bien des cas, c'est peut-être pas la vaste majorité des cas, lorsque vous allez interagir avec l'héritage classique, lorsque vous allez interagir avec le passé, avec le monde latin, qu'est-ce que vous allez découvrir? Vous allez interagir avec des textes, avec des auteurs qui, pour la première fois de votre vie, prennent au sérieux votre intelligence. Hein? Faut comprendre que lorsque tous ces hommes-là s'écrivaient entre eux, commentaient à propos d'un texte ou sur la vie d'un contemporain, ils savaient pertinemment que les seules personnes qui allaient lire, c'était des hommes éduqués comme eux. Hein? C'est-à-dire qu'ils avaient le luxe de s'adresser à qui? À des élites. Tout ce corpus-là, vous pouvez l'incorporer. Tout d'un coup, vous pouvez devenir la personne élite à qui il s'adressait. Vous devenez la personne à qui on respecte l'intelligence. Mais rien ne vous empêche, vous, en tant qu'individu souverain, de prendre cette décision-là. Non, savez-vous quoi, je vais aller lire, je vais aller apprendre le latin. Wow, savez-vous quoi, je suis écœuré, moi j'ai envie de flexer dans la vie. Moi je vais prouver aux gens, là, waouh, je vais impressionner mon oncle, waouh, impressionner ma blonde. Ouh! Gros, vous imaginez, hey, bon, tu sors avec une fille et tu es capable de lui dire 2-3 mots en latin. Ouh! Croyez-moi, après vous pouvez apprendre à compter jusqu'à 10. Croyez-moi, ça va peut-être vous servir dans la vie. Les gens recherchent l'intelligence, les gens aiment les gens qui sont curieux. Prenez cette chance-là. Et je vais conclure avec, au final, le dernier argument que j'ai à vous offrir. Parce que ultimement, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est pour se développer. Pourquoi est-ce qu'on étudie les Grecs? Pourquoi est-ce qu'on étudie les chrétiens? Pourquoi est-ce qu'on étudie les latins? Pourquoi est-ce qu'on étudie l'Antiquité? C'est pour devenir meilleur. C'est parce que c'est la conséquence naturelle qui se produit. Lorsqu'on étudie de manière sérieuse, de manière pédagogique, de manière sincère, de manière informée, de manière éclairée, le monde de l'Antiquité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour l'élève de 12 ans, l'élève de 14 ans, l'élève de 16 ans, l'élève de 18 ans, l'élève de 20 ans, l'élève de 30 ans, l'élève de 89 ans? Ah, cette légende-là qui n'a jamais arrêté d'étudier dans toute sa vie. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Wow! Ils vont découvrir bientôt que non seulement est-ce qu'ils excellent en intelligence, en vocabulaire, en répartie, en référence, en acuité, en justesse, en droiture, en beauté et en goût de la vérité. Et ils vont exceller en ces termes leur père, leurs camarades, mais bientôt sans s'en rendre compte, leurs professeurs, leurs parents, leurs politiciens, toutes les figures d'autorité, vous allez découvrir bientôt là, que vous les excédez. Et seulement à ce moment-là, serez-vous capable de vous lever, de prendre la parole et de dire quelque chose que les gens vont vouloir écouter. Non seulement deviendrez-vous un phare pour les gens que vous aimez, mais si vous le souhaitez, vous pourriez devenir. Et vous deviendrez un phare pour tous les gens qui rentrent en contact avec vous. Vous savez, peut-être qu'au final, je devrais conjurer la philosophie stoïque de Marc Aurèle, puis vous dire, écoutez, j'espère que vous avez écouté la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est pas le cas, vous n'avez pas écouté, bah, peut-être que vous avez juste skippé à la fin, je sais pas. Je ne peux pas vraiment me faire du souci pour vous, hein, parce que, comme l'aurait dit Marc Aurèle, c'est mieux de se soucier sur des choses qu'on peut contrôler et laisser faire les choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Mais j'espère que vous aurez pris le temps de sérieusement songer à votre futur, à vous-même, à votre potentiel, que vous vous prenez au sérieux dans ce monde-ci, que vous prenez votre vie au sérieux, surtout vous preniez la responsabilité et l'opportunité que vous avez, non seulement envers vous-même, mais envers tous ceux qui vous entourent. Valete omnes.